Bonjour, nous sommes le 19 mars 2022. Mon nom est Claude Laferrière, je suis enseignant en géopolitique. Je suis aussi avocat et j'ai décidé de faire de l'éducation populaire. Je ne sollicite aucun mandat ni aucune contribution de quelque nature que ce soit. Cette vidéo d'aujourd'hui s'intitule Information, propagande et danse du ventre. J'ai décidé de me lancer un peu dans l'humour et je m'explique. Information, propagande et danse du ventre. Je vais vous faire part d'une réflexion que je me suis faite, bon, étant donné que je suis une personne relativement âgée. Moi, je me souviens d'une époque où, dans les grands médias, dans la région de Montréal, il y avait, parmi les joueurs de la presse écrite, il y avait la presse, le Devoir, bien entendu. Il y avait le Journal de Montréal, qui est toujours là d'ailleurs, tout comme la presse. Il y avait le Montréal Matin, il y avait le Montreal Star, il y avait la Gazette, il y avait la Patrie. En fait, il y avait pas mal de joueurs. Et à peu près tous ces médias de la presse écrite pouvaient se structurer de la manière suivante. D'abord, il y avait ce que je pourrais appeler la ligne de presse, hein, n'est-ce pas, les communiqués de presse, presse canadienne, Reuters, etc. Ce qui recoupe pour l'essentiel de l'information objective, à savoir un temps, un événement se produit dans le temps, que l'on désigne par une date, par un lieu, qui souvent implique des acteurs ou une situation, un ouragan, une éruption volcanique, une inondation. Ça comprenait aussi les chiens écrasés, la circulation, les accidents automobiles, et ainsi de suite. Donc, il y avait un élément factuel qui est repris aujourd'hui en soi dit en passant, qui existe toujours dans le Wall Street Journal. Ce sont les deux colonnes du centre où vous avez des petites capsules qui est la ligne de presse. Et c'est ça, ça vous tient au courant des faits objectifs. Non pas des faits commentés, mais simplement une énumération de faits, comme ce qu'on pourrait retrouver dans un affidavit, par exemple. Hein? Bon. Et voilà, c'était l'essentiel, je vous dirais. En fait, c'était la raison pour laquelle on achetait un journal à l'époque. En fait, comme moi, j'achetais un journal à l'époque. Et la ligne de presse, savoir ce qui se passe. Hein. Voilà. Ensuite, il y avait des chroniqueurs. Des chroniqueurs. Il y avait des chroniqueurs pour différents secteurs. Par exemple, vous aviez un chroniqueur en matière de sport. Hein, Roger Brulotte, là, couvre le baseball. Là. Vous aviez des chroniqueurs économiques. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait certains économistes, je pense à Clément Gignac ou à d'autres, qui ont eu des chroniques. Euh, il y avait des chroniqueurs judiciaires, André Cédillo, Michel Auger, il y avait des chroniqueurs dans le domaine de la gastronomie, de l'astrologie, etc. Donc, il y avait des chroniqueurs spécialisés qui donnaient qui ne, en fait, qui exposaient leur expertise, qui partageaient leur expertise avec le public. Donc, vous aviez la ligne de presse, les chroniqueurs. Il y avait aussi des chroniqueurs politiques. Mais c'est là qu'il va y avoir une dérive. Je vais y revenir. Ensuite, vous aviez ce que j'appelle la page éditoriale. Évidemment, le propriétaire d'un média, il a le droit à son opinion, il a le droit de partager son opinion, c'est tout à fait normal, et il le fait. Donc, quand dans le temps des élections, eh bien, vous pouvez dire, ben là, écoutez, votez, nous, on supporte la candidature de M. Robert Bourassa, ou encore on supporte la candidature de M. Jacques Parizeau, ou peu importe, ou Bernard Landry, ou au niveau municipal de Gérald Tremblay, etc. Donc, il y avait la page éditoriale. Voilà. Ça fonctionnait comme ça. Et les médias avaient la cote. Avaient la cote. Il y avait évidemment des photos, des commanditaires, beaucoup de photos, souvent. Hein.
comme disait le père Péladeau, le sang, le sexe, puis le sport. Là, bon, enfin, il y avait une structure qui était à peu près commune, à peu près tous les médias écrits, à l'ensemble de la presse écrite, puis qui lui donnait une crédibilité, un modus operandi qui lui assurait une crédibilité, peut-être même une pérennité. Mais là, tout à coup, il s'est produit au fil des années, du moins c'est ça la réflexion que je me suis faite. J'ai dit, comment se fait-il qu'on en soit rendu là où on en est rendu, dans cette espèce de critique qui existe dans la population? Une attitude non seulement de réserve, mais de méfiance, et voire même chez un pourcentage de plus en plus élevé de citoyens dans la communauté, je dirais presque de mépris à l'égard des journalistes et de la presse écrite. Et là, je me suis dit, c'est certainement pas à cause de la ligne de presse. Pas à cause de la presse canadienne, Reuters, ou non, non, non. C'est pas à cause des chroniqueurs non plus. Moi, je me souviens des chroniqueurs, surtout en matière criminelle, des gens absolument admirables. Michel Auger, André Cédillo, aujourd'hui M. Renaud à la presse. Bon, André Renaud, je pense, son prénom. Des gens tout à fait admirables, tout à fait corrects, honnêtes dans leur compte-rendu des procès criminels, des événements, même Richard Desmarais, Allo Police, en tout cas. Disons que la méfiance de la population à l'égard des médias, ça n'origine pas des chroniqueurs spécialisés. Et là, lorsque j'ai rédigé la biographie de Gérald Tremblay, c'est là que j'ai commencé à comprendre d'où origine la dérive. Les chroniqueurs politiques. Voilà. Le problème des chroniqueurs politiques, c'est qu'ils se sont multipliés en nombre dans tous les médias. Ils commentent la politique, ils commentent les politiciens, ils commentent les lois, ils commentent les programmes. Et ils ont envahi l'espace public. Ils ont fait oublier les chroniqueurs, les commentateurs spécialisés. Ils ont même fait oublier la ligne de presse. C'est-à-dire que maintenant, les gens souvent vont acheter le journal pour savoir ce que madame ou monsieur qui a une chronique politique dit de telle situation. Et c'est là que la dérive a commencé. Quand exactement a-t-elle commencé, je ne le sais pas, mais ça s'est fait de façon très subreptice. C'est-à-dire que ces commentateurs politiques sont devenus l'extension de la page éditoriale. C'est-à-dire que ce qu'on reconnaissait autrefois comme quelque chose, comme un élément tout à fait justifié du modus operandi médiatique de la presse écrite, là, eh bien aujourd'hui, ça s'est comme étendu, comme une tache d'huile. Maintenant, la page éditoriale a ses chroniqueurs politiques, c'est-à-dire ceux qui viennent supporter le choix éditorial. Et là, évidemment, je n'ai pas l'intention de nommer de nom parce que les chroniqueurs politiques prennent vraiment tout l'espace. Et on le voit particulièrement dans l'Empire du Québécois. Peut-être plus qu'ailleurs, où les chroniqueurs politiques, qui ne sont pas des spécialistes, soit dit en passant, parce que les spécialistes, eux, moi je pense qu'ils ont toujours leur place et qu'on ne peut pas vraiment prendre position. Mais par rapport dans le contexte de la pandémie, ben, ça s'est aggravé parce que ces chroniqueurs politiques ont en quelque sorte non seulement supporté la page éditoriale, mais ils sont devenus les porte-voix du gouvernement, littéralement. Littéralement. Et on les retrouve dans les deux grands médias, parce que la plupart sont disparus. Montréal Matin est disparu, La Patrie est disparue, Montreal Star est disparu. Et il y a une concentration de la presse, n'est-ce pas, dans deux groupes au Québec, qui fait en sorte que ces deux groupes, pour des raisons reliées à leur relation avec l'État, qui les subventionne, eh bien là, on a affaire à un gouvernement qui dispose de deux
haut-parleur, littéralement, pour lancer sa propagande, n'est-ce pas? Les organes de presse sont devenus la Pravda, comme à l'époque de l'Union soviétique. Donc, l'idée d'une presse indépendante, c'est comme évanoui. C'est disparu. Et là, on a vu apparaître des groupes marginaux qui sont, pour des raisons, à mon avis, évidentes, hein, n'est-ce pas? L'esprit humain cherche la vérité, cherche l'esprit humain par définition abjecte, hein, subject, de l'ignorance, n'est-ce pas? Le cerveau humain n'accepte pas d'être lobotomisé. Et ça, je le vois chez mes étudiants. Ils sont continuellement en recherche et l'esprit d'analyse, l'esprit critique existe. Ils travaillent souvent en sous-main. Donc, on n'a plus ça dans la presse écrite, malheureusement, qui s'est transformé en haut-parleur pour le gouvernement. Et là, on assiste à la propagande. Et là, évidemment, la définition de la propagande, si vous allez dans les dictionnaires, vous allez sur Google, vous allez trouver des définitions très sophistiquées. Moi, je vous propose plutôt une définition simple de la propagande, une définition binaire de la propagande, un peu comme dans le langage informatique, 1-0, 1-0. Ben, la propagande, c'est simplement de dire « moi, je suis blanc et vous, vous êtes noir ». Ou l'inverse, « vous, vous êtes blanc et moi, je suis noir ». Autrement dit, je décris de vous un portrait absolument dégueulasse, dégoûtant, et moi, je suis la perfection. Ou l'inverse, je suis dégoûtant, je suis, comment dire, le diable, le mal lui-même, et vous, vous êtes la représentation de la perfection. C'est ça, la propagande. La propagande, c'est un peu comme une immense équation algébrique, très complexe, que l'on simplifie avec un dénominateur et un numérateur qui reviennent à 0 et 1. Voilà. Donc, on prend une grande équation en algèbre classique. Et là, on simplifie. On enlève un numérateur et dénominateur. Et là, on fait de part et d'autre de l'équation. Et on arrive avec un numérateur et un dénominateur qui est équivalent de 0 et 1. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus de nuance. Vous, vous êtes le bien, moi, je suis le mal. Ou l'inverse. Et là, vous regardez les chroniqueurs, c'est exactement ce qu'ils font. Ils démonisent et eux se sanctifient. Comme on retrouvait autrefois, si vous voulez, lorsque le Québec était très catholique. Donc, le chroniqueur se sanctifie et démonise la position adverse. Il n'y a plus de nuance, il n'y a plus de zone de gris. C'est noir ou c'est blanc. C'est exactement la définition de la propagande en termes logiques. Hein? Vous prenez le substrat de la logique pour remplacer les mots, ça revient à 0 et 1. En propagande, on ne fait que ça, 0 ou 1. Voilà. On a simplifié et on lance le message. Évidemment, cette propagande a un seul but, n'est-ce pas? C'est de servir de porte-voix à l'État, la doctrine de l'État, autrement dit, à faire de la danse du ventre pour le gouvernement en place. Ce qui se fait pour le gouvernement fédéral, ce qui se fait pour le gouvernement provincial. La danse du ventre, séduire, faire plaisir aux dirigeants, faire plaisir à l'establishment. Il faut ménager, n'est-ce pas? Il faut ménager. Indépendamment de la pandémie, tout ça, ça avait commencé bien avant la pandémie. Bien avant la pandémie. Autrement dit, pour résumer, on a multiplié les chroniqueurs politiques au détriment des autres chroniques plus spécialisées
qui ont pas perdu leur crédibilité, soit dit en passant, les autres chroniqueurs spécialisés. Les spécialistes de la scène criminelle, les spécialistes de l'économie, de l'astrologie, de la gastronomie, etc. Ils ont toujours leur place, mais moins, il y en a moins, parce que les chroniqueurs politiques ont pris de la place. Et là, les chroniqueurs politiques ont ciblé des victimes. Des victimes. Des victimes dans le monde politique. Des victimes dans les institutions, dans les partis, etc. Et là, ils lancent la propagande, la machine 1-0, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Et là, évidemment, que l'esprit humain, l'esprit des gens, même les plus humbles, pas nécessairement les gens bourrés de diplômes, des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui, dans leur vie, se sont battus et se sont adaptés. Je pense, entre autres, aux camionneurs, aux truckers, dont on a beaucoup parlé. Et j'ai fait une vidéo à leur sujet et j'ai compris que ces gens-là étaient des personnes d'exception. Il faut un talent réel pour conduire les monstres qu'on voit sur nos routes. Et il faut un esprit analytique pour comprendre, analyser, voir les points forts, les points faibles, et faire passer la machine à tel endroit. Et le temps de réaction, c'est comme ça. N'est-ce pas? Donc, ça n'a rien à voir avec les diplômes qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Ça a à voir avec être alerte et vigilant, avec un système nerveux, un cerveau présent, excité, stimulé, qui a une capacité de réponse, une capacité d'adaptation, et qui est capable de lire quand il prend un journal, lorsqu'il écoute la télévision, lorsqu'il voit sur Internet, lorsqu'il voit de la propagande, lorsqu'il voit qu'on se fout de lui ou d'elle, parce que le produit qu'on lui offre finalement, c'est insignifiant. C'est comme une enquête de police prédéterminée. C'est-à-dire qu'avant même que l'enquête de police commence, dis-je, on connaît le coupable. Ça, c'est le genre de situation quand je travaillais pour le gouvernement, que j'ai vu. On déclenche une enquête parce qu'on veut se débarrasser de quelqu'un. Ce sont des enquêtes prédéterminées, en vertu de la loi. Et souvent, ce sont des enquêtes qui n'ont aucune espèce de crédibilité, mais dont les conséquences sont terribles. Voilà. Donc, ces chroniqueurs politiques, finalement, avant même qu'on commence à les lire, on connaît la conclusion. On lit les 2-3 premières lignes, puis on va tout de suite à la fin. Un peu comme quand un avocat est pressé, il y a un jugement, là, et qui s'est fait une idée. Il lit le début du jugement, ah, ça c'est les faits. Ah, les conclusions, c'est probablement ça. Voilà. Souvent, ça arrive. Sauf que, pour nombre d'avocats, je parle pour moi, cet exercice-là fait en sorte qu'on a une connaissance préalable du dossier. C'est la raison pour laquelle on peut lire un jugement de façon un peu rapide, parce que on a déjà une idée, on est capable de lire en diagonale, n'est-ce pas? Donc on lit rapidement. Maintenant, quand il s'agit d'une chronique politique, d'un chroniqueur bien connu, commenté à la télévision, etc., eh bien, on sait déjà à l'avance ce qu'il va dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change de poste. Ou on va ailleurs, hein, n'est-ce pas? On est sur Internet, sur le laptop, et on va sur un autre site. On va avoir une vraie analyse, sans conclusion prédéterminée, ce qui est la caractéristique de la propagande, n'est-ce pas? Noir, blanc, 1-0. Avant même de commencer à lire, on sait ce qu'il va dire. Donc, ça devient inutile. Ma recommandation aux médias, elle est la suivante. Vous pouvez vous en faire ce que vous voudrez.
c'est de revenir à une véritable analyse objective, honnête et objective. Un peu comme ça se faisait à l'époque où Claude Ryan était au devoir, n'est-ce pas? Ou Laurent Laplante, ou d'autres. Voilà. Il y a eu à une certaine époque, évidemment, ça c'était la page éditoriale, mais il y avait aussi, je me souviens, de André Dubuc à la presse, ou il y en avait d'autres, dont les noms m'échappent. Ça termine l'exercice pour aujourd'hui. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à commenter. Et voilà. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Je vous invite à aimer ou à ne pas aimer. Voilà. Bonne journée, bonne semaine.